Les motifs que l'on peut voir ici sont ces motifs dont je parlais tout à l'heure, qui est une production très particulière qui commence dans les années 1780, donc au début du mouvement néoclassique. Et clairement, ce sont des motifs qui cherchent à créer une rupture d'un point de vue artistique avec la production textile précédente, puisque le goût pour ces motifs abstraits et cet agencement, enfin ces petits motifs très concentrés qui créent, en fait ce sont plein de petits motifs qui créent en eux-mêmes un motif une fois rassemblés, et donc cette production est vraiment en rupture avec le style précédent qui est propre au siècle vraiment rococo de Louis XV, avec des motifs très figuratifs, très fleuris, très empreint aussi d'une tradition textile liée à la production de la soie et au décor de la soie. Il y a à la fois une volonté d'être en rupture d'une esthétique, mais qui relaie en fait un projet politique, puisque les années 1780 aussi annoncent une bourgeoisie en rupture avec une aristocratie, et on cherche en fait à trouver son propre chemin, sa propre identité aussi. Également sur soi, puisque ce sont des vêtements qui sont principalement portés, enfin c'est un tissu qui est principalement utilisé pour la garde-robe. Donc on affiche clairement sa couleur aussi politique ou son appartenance à une nouvelle génération. C'est aussi une rupture esthétique liée aux couleurs, puisque cette gamme de motifs, cette gamme de couleurs que l'on peut voir dans les mordorés, le kaki, les roses, les verts clairs, le violet aussi, ce sont des couleurs qui sont vraiment mis au point d'un point de vue de l'histoire de la chimie à la fin du XVIIIe siècle, justement qui permettent de faire des contrefonds et d'apporter un peu de profondeur en fait à ces dessins. Et puis là, si on prend le motif du dé, on le retrouve aussi avec tous ces petits pointillés. Le patrimoine textile que l'on pourrait qualifier d'universel finalement nous permet ici au Musée de la Toile de Jouy de parler de différentes traditions techniques et artistiques liées à la teinture et à l'impression de toile. De faire figurer le président de l'usine, il a été choisi de revisiter un motif qui avait été créé en 2005 et qui figure en fait l'usine en soi. Et on glorifie ici eh bien, tout simplement la glorieuse usine Vlisco à travers ce wax dont on a fait en plus un après pailleté. Donc c'est un wax de fête, clairement, qui permet de célébrer en fait cet anniversaire à l'occasion de la programmation Africa 2020. Nous avions l'intention justement de continuer ce cycle de découverte du patrimoine textile d'autres continents ou d'autres civilisations au Musée de la Toile de Jouy. L'origine du wax remonte en Indonésie. C'est un tissu qui est produit à la base pour le marché indonésien, donc dans les colonies asiatiques des Pays-Bas. C'est un marché qui ne prend pas dans ces colonies et qui est réorienté vers des colonies africaines. Si la France ne s'est pas positionnée sur ce marché-là, c'est qu'en fait on ne produit plus de manière industrielle du textile imprimé au rouleau en France depuis le milieu du XXe siècle. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette technique a été remplacée, la machine, en fait mettre au point un rouleau, un dessin gravé sur un rouleau pour imprimer un dessin demande en fait un coût en termes d'élaboration assez important. C'est une technologie qui a été progressivement abandonnée pour imprimer au cadre lyonnais. Le cadre lyonnais étant une technique un peu de sérigraphie, qui se rattache à la sérigraphie. Et puis au moment où on est passé à l'informatisation, tout simplement, on a imprimé au laser, avec des imprimantes laser ou à jet d'encre. Donc des techniques qui du coup sont beaucoup moins coûteuses, mais qui donnent un dessin beaucoup moins raffiné également.
Et cette technologie a été reprise dans d'autres pays, notamment la Chine, qui, d'un point de vue industriel, de toutes les façons, après, dans la seconde moitié du XXe siècle, s'est imposée à tout niveau de production, de toutes les façons. Donc en France, on est resté sur un marché de niche, avec une impression de grande qualité, je dirais. Et des éditeurs textiles très anciens, en fait, qui sont présents sur le marché français depuis le XIXe siècle. L'histoire du textile est traversée, elle est traversée de plein d'histoires de cet acabit. C'est-à-dire que si vous prenez le kilt écossais, c'est une toile qui a été faite justement aux Pays-Bas et qui a été vendue, le tartan a été vendu en Angleterre, qui a été, en plus donc il y avait des draps tissés en Angleterre qui partaient en Hollande pour se faire, pour être imprimés, on imprimait les fils, ils étaient retissés, enfin le textile voyage de toutes les façons, les marchés décident d'implanter des produits, ils testent finalement et ce sont les gens qui s'approprient le textile. Est-ce que c'est un tissu colonial? Est-ce que c'est une appropriation culturelle? Peu importe, dans tous les cas, ils participent à cette construction identitaire, tout comme le kilt participe à la construction identitaire des Écossais. La spécificité du patrimoine textile africain, finalement, eh bien, c'est tout en fait, le travail en soi de la teinture ou de l'éniblissement du textile, on le retrouve sur tous les continents et sur toutes les civilisations. Que ce soit une teinture par ligature ou par à la réserve avec la cire, c'est une technique que l'on retrouve, que l'on retrouvait déjà en Asie, au temps des compagnies des Indes par exemple. Mais ce qui est vraiment intéressant avec eh bien, tous ces ouvrages qui nous permettent de découvrir le patrimoine textile africain, c'est de voir toute la circulation intercontinentale où finalement des communautés se sont spécialisées sur de l'impression de coton alors qu'ils ne possèdent pas de coton. Certains sont filateurs et tisserands et produisent une toile qui est vendue plus loin, énoblie plus loin, enfin, ou perlée dans une autre région de l'Afrique. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir cette circulation et cette interculturalité qui se construit à travers le patrimoine textile, et ça, c'est réellement touchant. C'est vraiment ce que l'on a pu découvrir, notamment avec Anne Grosfilet et la fondation Gacha, qui est donc une fondation camerounaise et qui vise à perpétuer les savoir-faire autour du patrimoine textile et du perlage, et qui nous a permis justement d'attester de cette circulation. En dehors de ça, je dirais que la symbolique et les messages qui traversent en fait le textile africain nous fait rendre compte de la place primordiale dans l'organisation des sociétés africaines. Ce qui donne en fait au textile une place certainement beaucoup plus importante qu'elle n'a en Europe pour les Européens. Parce que le tissu raconte tout, raconte la position sociale, raconte des moments de vie, raconte une histoire. C'est ce qui a permis à la toile de Jouy de se faire connaître, parce que la toile de Jouy raconte une histoire, a permis finalement pour nous les contemporains de lire le XVIIIe